Oh oui, d'accord. Ok. J'ai eu la malaria, ma jambe était paralysée et du coup, ils ont dû m'amputer. D'accord. Ok. Je récupère des calendriers qu'on peint de la couleur qu'on veut. J'enroule tout doucement en partant de la partie la plus large. Je tourne et je finis par la partie fine. Voilà. C'est ce qui donne la forme conique. Ouais. Je finis d'enrouler et je colle le bout. Quand j'ai fini, je passe du vernis. Là, chargé. Chargé. Où c'est que je charge? Là-bas. Merci bien. Merci. À bientôt. Juste 5 minutes, ça devrait suffire. Pas de problème. Bon, après le génocide, le Rwanda, c'est devenu... Bon, ils sortaient de l'apocalypse, hein, donc repartir de zéro, c'est assez facile. Il y a eu l'aide internationale, on sent bien que l'argent n'est pas jeté par les fenêtres ou pas volé. 95% des Rwandais ont une assurance maladie publique, c'est encore mieux que la France. Par contre, il y a d'autres choses qui ne vont pas. 60% de la population qui vit avec moins de $1 par jour. Et les biens de consommation les plus élémentaires, comme l'eau courante et l'électricité, 80% de la population qui n'y a pas accès. Et moi, c'est ce que je suis venu voir, les petits problèmes. Enfin, surtout ceux qui les règlent grâce au système D. Je commence mon voyage au Rwanda, à Kigali, la capitale. On est en Afrique centrale et même si le pays est en moyenne à 1000 mètres au-dessus du niveau de la mer, on voit tout de suite que l'équateur n'est pas très loin. Il fait 40 degrés, les mecs, ils ont des bonnets sur la tête. Pourquoi tu portes ça? Bon, ben, s'ils arrivent à mettre des bonnets en laine, moi je vais mettre une casquette d'hiver. Fondée en 1907 par les colons, Kigali ne devient la capitale du pays qu'en 1962, à l'indépendance. À cette époque, ce n'est qu'une bourgade de 6000 habitants. Aujourd'hui, il y en a plus d'1 million. Alors, le Rwanda, c'est le pays qui a la densité de population la plus grande d'Afrique. 11 millions de personnes, hein, dans un territoire qui est grand comme l'Auvergne. Le gros problème de la densité de population, c'est la déforestation. Parce que les habitants au Rwanda utilisent le bois pour se chauffer, le bois pour cuisiner, le bois pour fabriquer les briques en terre cuite, le bois dans l'industrie. Résultat, en 50 ans, 80% de la forêt qui était dans le pays a disparu. Alors maintenant, il faut trouver une autre solution. Et la solution, ça passe par la récupération des déchets organiques. Eh oui, on fait du charbon avec ça. Dans une coopérative qui a trouvé une solution à la déforestation, faire des briques de carbone avec des déchets organiques. Bonjour. Sébastien. Moi, c'est Sébastien, vous êtes? Moi, je suis Béate. Béate. J'ai cherché l'étymologie du prénom Béate et j'ai trouvé femme indépendante, fière et qui prend des risques. C'est vous qui êtes à l'origine de l'idée de la coopérative? Oui, je suis la fondatrice. Vous pensez qu'une femme ne sait pas diriger, elle aussi? Alors, comment ça se passe? Comment ça fonctionne? Que je puisse le faire en France, des charbons de bois? On fait le ramassage des ordures dans plusieurs quartiers de Kigali. On les trie et on met à sécher tout ce qui est d'origine organique. Et quand c'est bien sec, on les broie avec une machine. Tout ça, là, c'est broyé en petites particules et tout ça. Poudre. La poudre. Là-bas. La deuxième étape consiste donc à transformer les déchets en une poudre homogène, mais c'est surtout ici que l'on peut vérifier si le tri a été fait correctement.
Et après, la poudre est transformée en briquettes. Il faut chauffer aussi, il faut carboniser, non? Faut carboniser aussi. Bien sûr qu'on carbonise, mais il faut d'abord humidifier. On verse la poudre mélangée avec de l'eau ici. Avec ça, on règle la pression. Là, on rajoute de l'eau. Et avec une résistance électrique, c'est chauffé et ça sort carbonisé en forme de briquettes. On les vend aux écoles, aux ateliers, aux particuliers, aux prisons. On peut faire fonctionner ou pas la machine? On a payé l'électricité? Non. Va acheter des crédits alors. Il va payer où l'électricité là? Ah, c'est en face. Il débloque le compteur. Ah, on paye comme ça l'électricité ici? On recharge directement en cash computer et ils nous créditent l'électricité sur notre compte. Ah, d'accord. Ils rechargeaient les crédits. Comme le téléphone portable. D'où elle est venue cette idée? En 1994, après le génocide, beaucoup d'entre nous se sont retrouvés veuves, responsables de leur famille, et de nombreux orphelins qui n'avaient aucun moyen de subsistance. La pauvreté nous touchait toutes et tous. Et nous nous sommes demandé comment nous, les femmes, pourrions nous en sortir par nous-mêmes. Il y a un problème de connexion. Il n'y a pas de connexion? La puissance est trop faible. Et ils disent quoi? Ça va repartir bientôt. D'accord. Au départ, nous étions 45 femmes environ, et nous avons fondé une association. Il y avait des femmes qui avaient étudié, d'autres non. Certaines vendaient dans la rue et on a ramené tout le monde dans l'association. Au départ, on ramassait les ordures, on nettoyait les rues et on produisait de l'engrais ici à partir de cette matière première. Et en nous renseignant, on a su qu'il était possible de produire du charbon avec les déchets organiques. Comme on avait déjà un compresseur, on y a rajouté une résistance. Donc si tout est système D, quoi. Ah, yes, ça chauffe. Ah non, si les résistances, elles pètent maintenant, putain. On ne peut plus produire de charbon de bois au Rwanda depuis que le gouvernement lutte contre la déforestation. Mais voilà, avec ce système, il est quand même possible de faire du charbon. C'est un Rwandais qui a fabriqué cette machine. C'est un modèle unique. Est-ce que toutes les conditions de sécurité au niveau des... Voilà. C'est une bonne idée pour recycler les poubelles, pour éviter de couper les arbres. Et côté business, bah, ça fait travailler 100 personnes. C'est pas mal, non? C'est malin au Rwanda. Merci beaucoup. On a appris beaucoup de choses grâce à vous. Sans aucune richesse minière, le Rwanda est un des pays les plus pauvres du monde. Mais les habitants ont compris que leur salut passe par une politique environnementale moderne. Lutte contre la déforestation, programme agricole écologique, urbanisme contrôlé. En 1998, celui qu'on appelle le pays aux 1000 collines faisait déjà son Grenelle de l'environnement. Il y a une autre chose qui frappe quand on arrive au Rwanda, c'est que c'est un pays assez propre. Et ça, il y a une raison, c'est qu'en 2008, l'État rwandais a interdit l'utilisation, la fabrication, l'importation ou l'exportation de sacs en plastique. Il n'y a plus un sac en plastique dans le pays. Et ça se voit. Des bureaux, des banques, des rues entretenues. Au premier coup d'œil, le Rwanda serait un miroir de l'Occident au beau milieu du continent africain. Mais quand on regarde dans l'arrière-boutique, on peut voir que ce développement a un prix. Et ce sont les plus démunis qui le payent.
On est dans une partie de la ville qui était considérée comme un bidonville. Et voilà, les autorités ont décidé de tout raser. Depuis 1996, Paul Kagame, c'est l'homme fort du pays. Opposants politiques emprisonnés, presse muselée, culte de la personnalité, avec lui, le Rwanda présente finalement tous les ingrédients d'une dictature. Monsieur le Président veut une capitale moderne, alors il a décidé de détruire les quartiers pauvres. Et pour y parvenir, il envoie les bulldozers, sans oublier d'endormir les gens avec quelques billets. Ils ont décidé d'évacuer les gens? Non, on détruit pour mettre des belles maisons. Des belles maisons. Et les gens qui habitaient là, ils sont expulsés? Non. C'est les mêmes personnes qui vont réhabiter là? Ils vont reconstruire? Non, ils ont été payés. Ils ont été payés, ils sont partis ailleurs? D'accord. Ils n'ont pas été bien payés? Bien payés. Bien payés, c'est bien? Pas de discussion. Pas de discussion possible. Le prix était bon. Là, il y a des gens qui récupèrent les briques. Dans ces quartiers, la récupération est devenue un mode de vie. Et à défaut de plastique, la matière première la plus rentable aujourd'hui, c'est la ferraille. Voilà, on est dans un endroit un peu particulier à Kigali. Ouch. C'est la centrale des forgerons. Voilà. Ils récupèrent tout ce qui est en métal dans les poubelles de la ville et à côté des entreprises et tout ça. Et ils le transforment en ce que vous voulez. Ici, 350 personnes s'attellent à remodeler, assembler, souder les trésors que la ville a rejetés. En revanche, pour la santé des yeux et des oreilles, il faut aller ailleurs. Hey! Tu peux m'expliquer ce que vous faites ici? Tu vois ces tôles? On les récupère, on les assemble en fonction des commandes. On peut en faire des gazinières, par exemple. Gazinière avec du charbon, carrément quoi. Vous faites des garages, des portes. Avec ça. Et comment on fait pour venir travailler ici? Tu dois payer ta place pour entrer dans la coopérative. Une fois accepté, tu fais un essai d'1 an, et si ça marche, tu peux travailler ici. On verse tout dans un pot commun. Après, tous les bénéfices sont partagés entre les membres de la coopérative. Ça fait combien de temps que tu travailles ici, toi? 11 ans. Je suis allé à l'école jusqu'en 4e et je suis rentré ici pour apprendre le métier. Donc c'est même une école, une formation, quoi, une formation de forgeron. Oui, on peut monter en grade ici. Et la paye change en fonction de tes responsabilités. Bonjour, comment allez-vous? Ici, alors, la moindre pièce de métal que je veux, vous pouvez me la faire ici. La moindre, si je veux une pièce en métal, vous pouvez faire n'importe quoi ici. Tout ce qui est en métal, vous pouvez le faire. Hassan, c'est le commercial du bloc numéro 3. Son boulot, dire oui à tout. Après, c'est plus son problème. Une turbine qui tourne, tu sais, un truc où quand tu mets l'eau, ça tourne. On peut faire? Je peux faire. Tu peux parler avec lui? Ok. Monsieur l'ingénieur. Bonjour, Sébastien. Jean-Paul, l'ingénieur du même bloc. Lui, il peut parfois dire non. Bouge pas, bouge pas. Elle est là-dedans. Look that. Water. L'eau, elle vient et il faut des lames comme ça, tu vois, qui passent. Pour que ça tourne, il faut qu'il y ait un axe. L'eau, elle rentre, elle tape sur des lames. Il faut que ça soit solide, hein. Mais sur quoi on va accrocher l'axe, là? Je comprends pas comment tu vas l'accrocher. Attends, comment il peut faire? Mais c'est toi l'ingénieur, c'est pas moi. Moi, je crois que l'axe va venir s'accrocher par le milieu. Ah, je comprends. C'est comme une casserole avec une tige au milieu. Attends, je ramène une casserole. C'est parfait, ça. Ok. L'axe sera là, et on va fixer les pales tout autour. Et l'eau viendra taper dessus. Comme ça, les ailes, voilà. Exactement. Faut l'enlever, ça. C'est possible?
possible? Ce n'est pas possible. C'est pas possible? Après le brainstorming, c'est l'heure du devis. Ne t'inquiète pas, on va trouver une solution. Les baguettes, j'en mets pour combien? Mais 1000, non, 1500. Et la main-d'œuvre? 150 000. Et rajoute les pales en métal et le transport. Ils vont faire un prix normal ou prix Muzungu? Non, il n'y en a pas prix normal et prix pour Muzungu. C'est le même prix? C'est le même prix. Ah bon? Ça va? C'est le même prix. C'est le même prix. Plus les discussions durent, plus je risque de payer cher. Le devis? 450 000 francs rwandais. Francs rwandais. Axe. Les baguettes, ouais. La main-d'œuvre. Ouais. On va discuter. Et où, chef? À force de palabres, je m'en sors pour la moitié du prix annoncé. Reçu. En attendant que la turbine soit fabriquée, j'ai quelques jours pour me balader. Direction l'est du pays, la région de villégiature des dirigeants du Rwanda. Sur la route, les villages sont tous plus accueillants les uns que les autres. Nous sommes loin, très loin des horreurs de 1994. On y va? Bon, on est à l'est, on vient d'arriver près du lac Muhazi. Alors dans cette région, les Anglais qui avaient colonisé l'Ouganda, qui est juste à côté, étaient venus faire une étude de faisabilité pour une ligne de train qui partirait depuis le Caire, en Égypte, jusqu'au Cap, en Afrique du Sud. Bon, ils sont restés pour étudier un petit moment et finalement, ils ont vu que c'était pas trop possible de faire. En tous les cas, il y a plein d'anglo-saxons qui sont restés dans la région parce que c'était beau, mais aussi pour aider les gens. On est à Gaïni et on vient voir un centre d'adaptation pour les handicapés. La spécificité de ce centre d'adaptation pour handicapés, c'est qu'il survit grâce au système. Eh oui. Hello! How are you? Sébastien. C'est ici, hein? Ici, on n'est pas handicapé, on vit avec le handicap. C'est ça la différence. Créé en 1950, le centre de Gaïni a toujours vécu grâce aux dons de l'Église ou ceux de particuliers. Mais avec les événements de 1994, la fontaine s'est tarie. Le problème avec les dons, c'est la dépendance. Alors le centre a entamé sa mue. Et si aujourd'hui il peut encore accueillir 40 handicapés à l'intérieur de ses murs, c'est grâce à Bertha. Arrivé d'Afrique du Sud en 1994 avec sa philosophie. Pour survivre, il faut être indépendant. Ici, on fabrique des prothèses. 500 prothèses sont fabriquées chaque mois et revendues dans toute l'Afrique. Une source d'argent qui permet de financer les dépenses du centre. Électricité, eau courante et surtout repas quotidiens. Pour Bertha, l'argent, c'est le nerf de la guerre. C'est une chaise médicale. Dans l'atelier là-bas, ils en ont fait une similaire en bois. Mais le bois est trop cher. Les parents ne peuvent pas en acheter pour leurs enfants. Alors on en fabrique en papier. Papier mâché. Sans blague. Je vais vous montrer. C'est dans ce coin là-bas. 10. Hello, Sébastien. Je vous présente Annette, qui fait les chaises en papier mâché.
Ah, c'est pour les enfants. Et vous commencez avec la structure. La structure, on met là, comme ça. On fait différentes formes. Des petites, des grandes, toutes les tailles. J'utilise cette colle. Manioc. Oui, du manioc. Like that. J'enduis le papier. Il faut bien mouiller. Et je pose plusieurs couches. Je donne des cours en braille aux aveugles. Et quand ils passent en classe supérieure, je récupère le papier des cours de l'année précédente. C'est du papier spécial, très épais, très solide. Oui, je vois ça. Après avoir posé plusieurs couches de papier, on le vernit. Et c'est imperméable. Génial. Waouh. Celle-ci vient juste d'être terminée. Oh. Je peux même faire des lits. Des lits en papier? Des étagères, ce qu'on veut. Mais c'est pas assez solide. Mais si, bien sûr. Vous n'avez pas de déchets? Non, vraiment pas beaucoup. Au Rwanda, pour aider les handicapés, on n'a pas beaucoup d'argent, mais on a des idées. Pour permettre aux adultes d'avoir une paye, elle met à leur disposition des ateliers et des outils. Une entreprise dédiée à l'art du recyclage qui n'a qu'un but, rendre les handicapés indépendants. C'est de la récupération, ça, attention. Je suis cordonnier. Je fabriquais des chaussures en cuir. J'ai passé mon diplôme en Ouganda. Ici, je mets de l'argent de côté pour pouvoir ouvrir une échoppe. Ils ont le sens du business, ils n'ont pas oublié. Bon, ici, ils bossent tous. Nice to meet you. Lui, c'est Jean de Dieu, le roi de la perle en papier. Oh, oui, d'accord. Ok. J'ai eu la malaria, ma jambe était paralysée. Et du coup, ils ont dû m'amputer. D'accord. Ok. Je récupère des calendriers qu'on peint de la couleur qu'on veut. J'enroule tout doucement, en partant de la partie la plus large. Je tourne. Et je finis par la partie fine. Voilà. C'est ce qui donne la forme conique. Ouais. Je finis d'enrouler et je colle le bout. Quand j'ai fini, je passe du vernis. Et au toucher, c'est dur. Et à vue d'œil, c'est ça l'intérêt, c'est que ça fait vraiment comme une perle. Combien ça coûte un collier? Il y a des colliers à 2000 et d'autres à 3000. C'est le nom de celui qui l'a fait? C'est pour savoir qui a fait quoi afin que l'argent de la vente lui revienne. Je vais prendre un de toutes les personnes qui ont travaillé, comme ça tout le monde touche de l'argent. Ok, tu passeras le bonjour. Ah. Emmanuel, 4000. Il est cher. Faustine. Janine. Danger. Jean de Dieu, c'est toi ça? Allez hop, je le prends. Vous êtes combien à faire les colliers? Ça va me coûter cher, hein? Yop, voilà. Bon, je vais. Ils tiennent bien les comptes, hein. Attention. Hein. Tout est noté. Chacun a sa part et tout fonctionne bien. Aider les gens, c'est un peu votre vie, non? J'essaie de leur donner de nouvelles idées, de nouveaux styles, qui est à la mode, de se renouveler, d'innover. Mais chercher de nouveaux marchés, c'est le plus difficile. Et l'autre chose que nous voulons faire, c'est de créer un grand atelier afin de ramener le plus de gens possible et de leur enseigner de nouvelles pratiques. Est-ce que tu as un sac en plastique pour emporter ça? Mais il n'y en a pas en plastique. Il faut acheter un sac en toile. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Oh putain, il ne me resterait rien. Yeah, Makosi. Le menuisier Morakosi. Morakosi, signora. Encantado. Bye bye. Thank you, thank you. On va perdre l'électricité maintenant. Avant d'aller vers le nord, je dois faire un rapide crochet par Kigali. Ma turbine est terminée, je dois arriver avant que la coopérative ne ferme et que les ferrailleurs ne partent en week-end.
Très bien joué les gars. Bravo, 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 bravo. C'est parfait, hein. Monnaie. Calcul. Merci beaucoup. Ça y est, il est parti. Ah, la facture. Anastase Tabarot, il habite où? Là-bas? Plus loin? Eh, suivez-moi, c'est par là. Venez. Bon, là, on est à Casabé, c'est le nom de ce petit village. Je vais voir Anastase, qui a fait comme moi. Il s'est fabriqué une turbine, mais lui, il a fait tout ce qu'il y allait autour. Et ça donne l'électricité pour tout un village. Donc évidemment que tout le monde sait où il habite. Anastase. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va? Le cerveau, l'ingénieur du Rwanda, Anastase Tabarot. Il y a tout, ordinateur, il y a tout. Hein. Et tout ça marche gratuitement. Oui, ça marche. Les particuliers n'ont pas de compteur chez eux. Ah. Les gens consomment comme ils veulent. C'est pas mal, ça. C'est pas mal. Ça, c'est vos téléphones portables? C'est les téléphones des gens du village? Du village, oui. Vous faites payer? Ah, ben bien sûr. Donc vous avez un barrage et après une conduite forcée pour l'eau, c'est ça? J'ai commencé par faire venir l'électricité chez moi et ensuite je l'ai distribuée aux autres maisons. Et les gens payent aussi un abonnement? Peu. D'accord, très peu. Donc tout le monde vous aime bien dans le visage? Oui. Donc la retenue d'eau, c'est pour pallier au changement de climat. Pluie, soleil et ça, donc quand il y a plusieurs jours sans pluie, bah, Anastase, il a son barrage. Et donc là, le ruisseau arrive, et il va directement, la conduite forcée est là-bas. J'ai posé des bambous pour filtrer l'eau. Comme ça, les saletés ne pénètrent pas dans le tuyau. Il y a quelques jours, il a beaucoup plu. Toute cette partie était remplie de boue. J'ai dû faire appel aux gens du village pour nettoyer. Et juste avec un petit débit comme ça, vous arrivez à mettre de l'électricité pour combien de maisons? J'ai 20 maisons. 20. C'est efficace, hein? J'ai d'abord commencé avec une tension de 6 volts. Après 12 volts, et puis 110 volts. Jusqu'à ce que j'atteigne 220 volts. 220. D'accord. 220 volts, ça? 220. Bravo. On va voir la turbine? Oui. J'adore ce bruit de turbine. Wow! Et la turbine, elle est où? Là-bas? Ah mais ça va faire une coupure d'électricité là, non? Oui, oui. Ok. Là, il y a coupure d'électricité? Oui. Ah bon, montrez-moi vite alors. Voilà. D'accord. C'est carrément comme un moulin, quoi. Ça tourne l'axe et vous avez 20 pales comme ça. Ça, c'est la turbine à action. D'accord. Mais maintenant, je commence à faire les turbines à réaction. C'est-à-dire?
Dans cette turbine, l'eau ne fait que traverser la roue. Mais dans une turbine à réaction, l'eau est redirigée pour actionner la roue en continu. J'ai un truc à vous montrer. Vous allez me dire avec votre science si c'est bon, c'est pas bon et tout ça, d'accord? J'arrive. Tu fais quoi avec cette bassine? Ouais, c'est pour faire un shampoing. Bon, et il faudra être un peu indulgent, c'était ma première turbine. Hein. Au niveau de la conception, je suis sûr qu'il va se moquer de moi, mais on verra. Est-ce que ça marche? Ça marche. Ça peut marcher? En faisant arriver l'eau comme ça? On peut produire de l'électricité avec ce volume, mais ça dépendra de la puissance de l'eau. C'est trop peu de pales? Oui. Il en faut plus? Oui. On peut l'améliorer, mais il faut rajouter des pales. Et l'eau, quand il tape ici, il va sauter comme ça. Ah oui, c'est le problème. C'est le problème. Et on peut pas les taper... Ah oui, comme ça? Oui, non. Comme ça. Hein. Et ça partira par en bas. Oui. Ça marchera là? Ça va marcher. Je savais comme... Il va passer. Et l'eau va repasser par en bas. Oui. Parce que si ça part en haut, ça gêne. Si je te la laisse, tu sais quoi en faire? Oui. Je te la laisse cadeau. Merci. T'auras un deuxième barrage. Plus petit, mais moins. Je suis désolé, hein, je suis pas encore au point. Hein. Tu peux donner mon nom au barrage Sébastien Pérez. C'est pas mal comme idée. Ça, c'est le câble électrique qui part de la turbine jusque chez moi, où il est converti en 220 volts grâce à un alternateur. Et ensuite, c'est redistribué aux autres maisons. Le dernier bijou d'Anastase, c'est sa fameuse turbine à réaction. Oh! Ah ouais, d'accord. Donc, ah oui. Incroyable. C'est moi qui l'ai fabriqué. Ah ouais, mais c'est à notre niveau, ouais. Oui. L'eau entre ici. Ouais. Voilà la roue. C'est comme ça. Il pousse comme ça. Okay. L'eau, quand il sort, il pousse encore. Il n'y a pas de perte d'énergie. Non. Et elle est évacuée où, l'eau? L'eau passe par là. Et ça, c'est ultra efficace comme turbine. C'est c'est la meilleure méthode. Oui. J'en apprends tous les jours. Hein. Anastasia. Oui. Merci beaucoup. Bon voyage. Au revoir. Vous êtes nombreux, hein? Au revoir. Salut. J'ai déjà dit, toi. Salut. Merci bien. Merci beaucoup. Petit détail, ce qui a changé dans le village, avec l'électricité de Tabarou, c'est qu'il n'y avait pas de village avant. Les gens sont venus s'installer parce qu'il y avait l'électricité. Voilà. Pas mal, non? Bon, ça fait un peu western ici. Commence à taper le soleil. Bon, là, c'est la station de bus, a priori. C'est un peu l'anarchie. Pour une fois, c'est désordonné au Rwanda. Je suis à Ruhengeri, la grande ville du Nord. Alors, ici, c'est la région des volcans. On est à 25 km de l'Ouganda. Et c'est la région des grands singes. Bon, j'ai pas pu aller les voir parce que la visite guidée coûte 500 $. Voilà. C'est cher, quand même. Non, je vais dans le sud. Hop là. Il y a des poules dedans. Il y a des poules dedans? Oui.
C'est terminé les poules. Il s'est fait refouler du camion parce qu'il avait des poules dans son sac. Il a essayé de rentrer discrètement quand même. C'est ça le problème, vous comprenez? Nous les jeunes, on ne veut plus parler la langue des colons. On parle l'anglais. Les anciens ne connaissent pas l'anglais et la communication avec eux est très difficile. Oui, mais pas seulement parce que les vieux parlent en français et les jeunes en anglais. Alors le Rwanda, c'est un pays qui est très jeune. Ah, j'ai presque envie de dire qu'il est né en juillet 94. Oh. Bon, on va s'arrêter là. Oh, sorry. Oh, sorry. C'est par là-bas. Allez. Ah ouais, d'accord. Vous comprenez le français? Oui, je comprends un peu. Ok, super. Je cherche des gens qui font des vélos en bois. Qui font des vélos en bois? Ici? Ouais. Je vous accompagne. C'est interdit les vélos en bois. Ah oui. Ok. Oui, c'est interdit de circuler avec. C'est difficile d'en trouver. Sinon, il y a des brouettes en bois. C'est presque banal. Est-ce que c'est vrai? Non, moi, ce qu'on m'a parlé, c'est des vélos. Même la roue, elle est en bois. La roue est en bois. On va passer par là, suivez-moi. Les vélos? Ah, ils sont pas là. Il est en train de m'enrhumer. Donc je passe à lui alors. Il doit nous accompagner. D'accord, allez, bon, c'est reparti. Ha! Hello! Vous l'avez fabriqué quand? Il y a 10 ans. Ce vélo lui a coûté 6 €. Oui, 6 000 francs rwandais. Quel poids il peut porter avec ce vélo? Là, il y a 170 kilos de patates douces. Si je répartis correctement le poids, je peux mettre jusqu'à 300 kilos. Mais là, j'étais pressé, j'ai pris que la moitié. Et jamais il y a eu des pédales. Jamais, c'est sans pédale. Donc en montée, il est obligé de pousser. Et quand ça descend, c'est le pneu qui freine. C'est le pneu. Eh ben dis donc, il va trop vite pour moi. Le problème, c'est après. Il me faut 3 bus et une nuit pour rejoindre la capitale. En chemin, je pars à la rencontre des Pygmées, l'ethnie oubliée du pays. Au Rwanda, on les appelle les Moutois. Oh, regarde. How are you? Sébastien. Hello. Pour une fois, je me suis réveillé avant les autres. Donc, on est avec les Pygmées. Monsieur le patron. Le patron. Hein? Comment allez-vous? Tout va bien? Super. Je vais descendre avec eux dans la vallée, chercher de l'argile. Parce que bon, c'est les Pygmées du Rwanda. Ils sont plus de 30 000. Et prennent de plein fouet le problème de la déforestation parce qu'ils habitaient la forêt avant et ils peuvent plus. On a détruit leur lieu d'habitation, donc ils sont remontés à côté des routes. Et la seule manière qu'ils ont de vivre aujourd'hui, c'est de faire des pots, de la poterie en fait, en argile et en terre cuite.
Voilà, 90% d'entre eux sont potiers. On y va, patron? Ouais, putain, s'ils marchent comme ça, pour descendre et pour remonter, là, ça, là, c'est pas gagné. Hein. Ils ont un rythme. Ah ouais, d'accord, c'est là la descente. Ce que je sais pas, c'est pourquoi ils ont des machettes. Ah ouais, c'est loin. C'est là. Qui c'est qui va le porter? Nous tous. On va mettre tout ça sur la tête. Sur la tête? Là-dessus? La tête. Il n'y a pas de chef chez les pygmées. Voilà. Pour ça qu'il y a beaucoup de palabres. Pourquoi vous m'empêchez de parler à l'étranger, là? Et voilà, quoi. Vous voulez m'exclure parce que je parle trop? J'ai quand même le droit de me reposer. Ah ouais, d'accord. Donc chacun le sien. Il y va, hein? Bravo. Recherchez l'erreur. Un blanc, voilà, sans rien sur la tête. Hein? Juste la casquette sur la tête, j'ai l'impression qu'elle pèse une tonne. Ah, ma casquette là, je l'ai abandonnée. T'as vu ce qu'il a à main? Après 4 heures de marche, les Moutois ne perdent pas une minute. Faire des poteries, c'est leur seul moyen de subsistance. On mélange l'argile avec de la terre, sinon les pots se cassent. À quel âge on apprend à faire ça? Moi, j'ai appris à 6 ans. Et combien ça se vend un pot de cette taille, comme ça? 100 francs rwandais, mais on peut en faire qui coûtent 300. Et l'argent, c'est pour chaque famille? Non, non, tout est partagé entre les familles. Ils font ça super vite et tout à la main. Ils pourraient donner des cours de poterie en France, je te jure. C'est quoi ça? Excusez-moi. Un bout de plastique tressé. Tu sais ce que c'est? C'est les Scooby-Doo. C'est ça, je faisais que ça quand j'étais petit. J'y crois pas, les Scooby-Doo. Hop, et là, ils en ont déjà 2. Bah, les hommes, c'est les moins rapides. Pas de tour à potier pour monter l'argile, pas de four non plus pour cuire les pots. Ici, c'est la cuisson à l'air libre. Plus risqué, mais plus rapide. Vous chauffez un petit peu, après vous mettez la main? On chauffe une première fois pour enlever l'humidité et après on fera la cuisson de ce côté. Ah, ok, d'accord. Faut pas que le feu soit trop fort, sinon ça casse.
Et ça veut dire exactement. Ça, c'est cuit trop rapidement? Non, ça s'est cassé à cause de graines de haricots dans l'argile. C'est pour ça qu'il faut que ça soit bien homogène. J'adore. C'est pas chaud. C'est sec. Juste sécher rapidement. Attention, tu vas te brûler là. Alors. Et après, ça cuit doucement. Oui, sous un tas de feuillets d'herbe, à l'étouffer. Alors des fois, il se casse déjà au moment du chauffage, du séchage, par contre, du séchage. C'est parce qu'il y a des particules dans la terre ou des cailloux ou des graines de haricots. J'ai pas compris les trucs des graines des haricots. Il y a des graines de haricots qui traînent par-ci, par-là. Voilà. C'est vraiment le travail en groupe. Hein. Là, on ne peut pas faire mieux. Allez, voilà. Attention, doucement. Ils vont mettre le feu à leur maison, là. Combien de temps il faut que ça cuise? Entre une demi-heure et 1 heure, ça dépend. La difficulté, c'est que ça ne cuise pas trop fort et que le feu ne touche pas les peaux. En une journée, ils peuvent fabriquer 5 pots par famille. C'est dans les marchés de la capitale qu'ils iront les vendre. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'il y a? On va danser. Ah bah ouais, ok. C'est parti. Départ en musique. Il me faut au moins ça pour terminer la journée la plus longue du séjour. Commencée à l'aube avec les potiers, elle va se terminer à la nuit avec des pêcheurs. Alors. 60% des Rwandais travaillent dans l'agriculture et la pêche. Ce sont les gens les plus pauvres du pays. La plupart vivent dans des zones reculées sans électricité, mais ça ne les empêche pas d'être malins. Ah, mais on a un village de pêcheurs. Et pour pêcher, il n'y a pas d'océan. Hein. Il faut utiliser tous les recours possibles. Il faut être malin. Et dans ce village, ils le sont. Sébastien. Marty, c'est le fournisseur de lumière. On va aller voir les outils de travail des pêcheurs. Qu'est-ce que c'est ça? C'est la machine à recharger les lampes. Wow! Ça sert soit dans les maisons, soit pour pêcher la nuit. On peut aussi s'en servir pour rouler en vélo la nuit. Ici, chaque famille en possède une. Et vous ne pouvez pas pêcher de jour? Ah si, on pêche aussi la journée. Mais la nuit, c'est plus facile. Les poissons ne nous voient pas. Ah, tranquille, quoi. Et tu factures? Bien sûr, je facture. 150 francs la batterie. Ah, ok, d'accord. Ah. Et tu vas pêcher, toi aussi? Ah non, moi je recharge. Non, toi, tu gagnes de l'argent juste en faisant ça. C'est un malin. Ouais, Muzungu avec une lampe, ouais, il va aller pêcher. Voilà, je vous vois maintenant. Je te prête la mienne, c'est gratuit. Je peux quand même te faire un petit cadeau. Oula, c'est quoi ça? C'est de la banane? La banane. Ah. Vous aimez ça? Je vous présente le meilleur pêcheur du village, Daniel. Il travaille en équipe.
Daniel. Et toi? Yann. Marty, je te connais. Patrick, c'est le chef. Et lui, c'est la vieille poche. On va aller à la pêche avec toute cette équipe. Là. Alors, attends, un truc un peu spécial ici. C'est vous pêchez avec du savon? Pourquoi? On pêche avec du savon ou de la pâte de manioc. Mais le savon, c'est mieux. On a remarqué que quand les femmes allaient faire la lessive, les poissons s'approchaient. Du coup, on en a profité pour pêcher à côté d'elles. Et comme c'était le savon qui les attirait, on a commencé à utiliser des morceaux de savon comme appât. Comme ça marchait encore mieux qu'avec le manioc, on a développé cette technique en jetant des lignes dans l'étang. C'est moi là? Entrez. Ok. Il y a un poisson. Yes. Et ça, c'est avec du savon. Savon. D'accord. Good. Waouh. Ça marche tout seul le savon, hein. C'est pas du système D, ça. D comme des brouilles. Au Rwanda, c'est fini. À bientôt, je vais manger du poisson. Miam.